Bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui. Donc, je suis Léa Lassara, chef d'entreprise dans le domaine de l'hôtellerie-restauration et je suis également présidente de la Chambre de commerce et d'industrie Seine-Estuaire. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une première table ronde dans le cadre d'une opération que la CCI a lancée qui s'appelle Prenons rendez-vous, puisque nous sommes au service des entreprises et notre souhait c'est bien d'aller au-devant de tous les dirigeants et les entreprises qui en ont besoin. Besoin parce qu'on se pose des questions, on ne sait pas de quoi est fait l'avenir bien sûr, mais aussi pour aider et encore pour vous accompagner les dirigeants sur les projets d'investissement et pour l'avenir et pour rebondir tous ensemble. Donc, avant que commence cette table ronde, je voudrais remercier Vision Business. Donc, vous ne les voyez pas, mais ils sont là juste à côté, qui organisent ce plateau télé et qui sont basés à Saint-Romain-de-Colbosc et qui ont tout le matériel nécessaire dans leur studio à Saint-Romain ou qui peuvent se déplacer, comme aujourd'hui à la CCI ou dans votre entreprise. Donc, merci beaucoup. C'est un partenaire de grande qualité. Et puis également, je voudrais remercier l'entreprise Interfiltre. Interfiltre, c'est un fabricant français de filtres à air et de caissons de filtration qui est basé à côté de Lisieux, qui a une quarantaine de salariés. Leurs dirigeants, Christophe Colomer et Caroline Voll, sont bien présents et élus à la CCI Seine-Estuaire. Et ils sont là, ils sont partenaires parce qu'ils ont mis en place ici un épurateur d'air pour baisser la charge virale de la pièce. Et d'ailleurs, vous voyez, on n'a pas de masque, on est tous là sans masque. On vient de passer un test PCR, donc nous sommes tous négatifs, bien sûr, et donc ravis de vous retrouver. Donc on s'est permis, avec tout ce qui est autour, l'épurateur d'air, je savais que ça allait être compliqué ça, et le test PCR, nous sommes là, et ravis de vous retrouver. Nous ne déjeunons pas, vous peut-être que oui, donc je vous souhaite un bon appétit et donc merci de nous accompagner sur cette heure du midi. Fabrice? Donc, je suis Fabrice Aspo, je dirige un cabinet immobilier dédié pour les entreprises et aujourd'hui nous allons vous parler des secrets des dirigeants spécifiquement sur le recrutement et la fidélisation des salariés. Alors pour témoigner sur ces sujets, on a autour de nous Coraline Dupré qui dirige l'entreprise CES, environ 16 personnes plus quelques personnes à temps partagé, donc dans le domaine du nettoyage. On a Benoît Daguenet, traiteur de Paris, donc dans l'agroalimentaire, et là un peu plus de 200 personnes. Et puis Guillaume Miller qui dirige la société CEACOM, 553 postes, prestataire de services relations clients. Donc à nous 5, Coraline et moi, on représente les entreprises de 0 à 25 salariés, Léa et Benoît de 50 à 250 salariés, et puis Guillaume, les entreprises de plus de 500 salariés, ce qui fait qu'on a un spectre assez large et on peut chacun aller picorer chez les uns, chez les autres, des idées qui pourraient très bien s'adapter dans nos entreprises. On a forcément tous à apprendre les uns des autres. Il y a très longtemps, dans une association, on avait un credo qui reprenait une dizaine de phrases. Je me souviens toujours d'une des dizaines de phrases, c'est que la personne humaine est la plus précieuse des richesses. Et dans nos entreprises, les salariés, bien sûr, font partie des richesses de l'entreprise. Alors, on peut commencer avec Benoît. Comment, dans ton entreprise, tu arrives à capter des compétences des salariés et comment tu arrives à les fidéliser avec ton comportement auprès d'eux? Je partage totalement en fait. Pour attirer les collaborateurs, il faut savoir les écouter. Et pour moi, c'est le mot d'ordre. On parle beaucoup de communication et l'écoute est très très importante. Et puis l'action qui en découle. Donc chez Traiteur de Paris, on a mis une cellule qualité de vie au travail qui permet de réunir un certain nombre de collaborateurs, une dizaine, de tous métiers confondus. Et l'idée, c'est de récupérer et de collecter les bonnes idées que chaque collaborateur souhaite pouvoir mettre en place en fait, dans l'établissement. Et là, le plan d'action ou le terrain de jeu est juste énorme. On a mis en place il y a 2 ans une assistante sociale dédiée donc, à l'établissement pour aider les personnes qui avaient plus besoin sur le budget, la famille. On a une réflexion totale de la salle de pause. Ça me fait sourire parce que c'est vraiment une belle histoire humaine. 7 collaborateurs, à défaut de faire des desserts prestigieux, ont pris goût à la peinture, à la tapisserie, à la plomberie. Et le résultat est juste génial.
Et pour aller jusqu'au bout de la démarche, en plus, il y a vraiment un respect parce que c'est vraiment les collaborateurs qui ont fait pour eux. Et donc, il y a vraiment une zone très, très, très conviviale en fait sur cette salle de pause. Après, on a d'autres actions comme certains collaborateurs voulaient être détendus avant de partir en week-end. Donc, on a mis un masseur qui vient masser les collaborateurs qui le souhaitent le vendredi. On a un réseau assez étendu dans le parc d'activité de Fécamp avec la société Soudry qui nous propose des fruits de saison aussi à l'ensemble des collaborateurs. Plein d'actions concrètes qui permettent d'avoir une qualité de vie dans un métier qui reste rude, l'industrie agroalimentaire. Et il est important qu'on puisse capter ces bonnes idées et les mettre en place surtout. Chez toi, Coraline, si on comprend bien ton métier, par contre, les salariés sont dispersés, je crois qu'on dit sur leur chantier, les lieux où ils exercent l'activité de nettoyage. C'est plus compliqué sûrement de pouvoir avoir le lien avec eux et de voir comment ça se sent, comment ils ressentent leur activité en ce moment. Oui, donc en fait, on fait des rendez-vous informels. C'est-à-dire qu'on les appelle régulièrement, on va sur site. Il y a une fois par an, on essaye de faire un repas pour les réunir, tous ensemble, parce que vu qu'ils sont multisites, ils ne se voient pas forcément. On essaye de favoriser le travail en équipe, quand c'est possible, et puis de faire des formations également pour les réunir, qu'ils puissent échanger entre elles, parce qu'il y a beaucoup plus de femmes dans le nettoyage. Et puis voilà, échange beaucoup informel pour avoir la remontée des informations. Guillaume, 500 personnes sur un site au Havre, par contre, donc complètement différent. Il faut attirer des collaborateurs nouveaux. Je crois qu'il y a encore une marge de progression de l'effectif. Comment tu t'y prends ? Alors, on a beaucoup de femmes aussi à SACOM, donc effectivement. Donc, ce qui est important, c'est l'ambiance de l'entreprise. On est très attentif à ça. C'est-à-dire que SACOM, c'est d'abord un lieu de vie où le travail doit participer à la construction personnelle du salarié et doit participer à son épanouissement. Donc, on est très attentif sur ces aspects-là. Et que, justement, qu'il y ait une bonne ambiance. On est une entreprise qui est devenue Great Place to Work depuis 3 ans. C'est un label qui reconnaît justement le bien-être au travail. Et donc on a fait beaucoup d'efforts sur ces aspects-là. Et c'est ça qu'on ressent quand on arrive à SACOM. C'est-à-dire qu'il y a un esprit, je pense, à la fois de solidarité, d'entraide, de convivialité. Et nos salariés sont bien entre collègues, ils sont contents de se retrouver. Par ailleurs, nous faisons beaucoup d'animations, d'actions collectives sur des grandes causes citoyennes qui permettent aussi aux salariés d'avoir des satisfactions individuelles mais par le collectif. Et ça, c'est l'entreprise qui permet ça. Donc la complication de SACOM, c'est que nous sommes un prestataire de service, donc un sous-traitant. Nous travaillons pour des grands donneurs d'ordre. Et donc souvent, nous nous effaçons derrière la marque d'entreprises qui sont bien plus connues que nous. Donc pour travailler ce sentiment d'appartenance, il est important que SACOM ait sa propre identité. Et c'est pour ça que nous sommes devenus le leader dans le monde de la relation client. Benoît, chez On toi, savait que tu allais le placer, ça. et chez toi, Benoît, comment tu arrives à ressentir ça ? Quelles actions tu mènes au titre du dirigeant pour justement avoir ce lien et essayer de ressentir les choses qu'on n'a pas dans les indicateurs chiffrés, par exemple ? Moi j'adore, c'est le bonjour du matin, de l'après-midi ou même de la nuit. J'ai grand plaisir de venir régulièrement voir l'ensemble de mes équipes, 200 personnes qui œuvrent quotidiennement. Et cet échange en fait, du bonjour ou de la petite question qui fait qu'on ressent tout de suite la bonne ambiance. Je rejoins un petit peu sur l'appartenance et c'est vrai le fait de travailler sur les causes. Sur Fécamp, on est partenariat avec Nipro Manche, des enfants qui sont en difficulté scolaire, qui traversent la Manche tous les 2 ans. Et on met Traiteur de Paris derrière, on aide. Et c'est vrai qu'il y a cette fierté sur l'ensemble des collaborateurs de dire qu'on œuvre pour quelque chose de respectueux et qui correspond totalement à nos valeurs dans l'entreprise.
Coraline, je crois que tu as des salariés qui sont multi-employeurs. Oui. Quand ils travaillent pour toi, est-ce qu'il y a des choses qui les distinguent lorsqu'ils travaillent pour CES? Comment ça se passe? Ils ont des vêtements blues, ils ont les véhicules également quand ils arrivent, blues et puis polaire, enfin, tout ce qui est EPI, équipement de protection. Donc logoté, Voilà, CES, logoté, c'est même ça. s'ils ont plusieurs employeurs, quand ils travaillent pour toi, Voilà. Voilà. Et on ils essaye représentent de mettre, la marque. Voilà, on essaye de mettre également sur le matériel. D'accord. Voilà. Et représenter la marque chez Seacom, comment on fait? C'est déjà avoir des masques avec le logo Seacom, le logo de la Normandie. On est attentif effectivement au territoire, on est mécène de beaucoup d'actions au niveau de la ville. Non, oui, être Seacom, c'est avoir la fierté de ce métier. Alors, il est vrai, mais je crois que comme nous tous, on en a discuté un petit peu avant, et que moi j'ai démarré ma carrière en tant que conseiller au téléphone. Hein. J'ai fait du télémarketing il y a 25 ans. J'étais un jeune diplômé qui galérait, qui avait du mal à trouver un premier emploi, et une entreprise concurrente de Seacom m'a proposé cette possibilité-là. Et c'est la force aussi de Seacom, c'est justement de pouvoir proposer à des gens qui viennent de tout horizon, et puis de toute situation de vie, de tous les âges, de proposer une expérience professionnelle qui sort de l'ordinaire, parce qu'on est comme une agence de communication, on travaille pour plusieurs grandes entreprises, et ça nous permet aussi donc de tester différents univers clients qui sont parfois très intéressants, même dans la carrière future. On peut faire carrière, bien entendu, chez Seacom, puisqu'on a quand même énormément de salariés qui ont 15 ans d'ancienneté. Seacom existe depuis maintenant 15 ans. Mais il y a aussi des salariés qui nous quittent au bout de quelques années et qui peuvent rebondir dans d'autres secteurs et qu'ils ont déjà pratiqué d'une certaine manière dans le cadre de la sous-traitance. Oui, en fait, l'amalgame pourrait être de dire qu'un salarié Seacom travaille plutôt pour le client et s'identifie plus au client. Il doit représenter, il est un étendard de nos clients, mais c'est à nous, en tant qu'employeurs et au niveau des équipes de management, et de jamais leur faire oublier qu'ils sont des salariés de Seacom, et que Seacom mérite aussi, bien entendu, de travailler directement pour Seacom. Alors comment Eh bien, je parlais que on est une great place to work, mais c'est vrai que ça commence un peu à se connaître. Le bouche à oreille a évolué avec énormément d'actions qu'on a mises en place au niveau du Havre, et donc c'est pour ça qu'on a énormément de candidatures spontanées qui nous rejoignent. Et puis on fait beaucoup de choses qui sont des dispositifs autour de l'emploi. On est quand même une entreprise qui est très attentive à la création de l'emploi. Hein. L'objectif toujours, c'est de pouvoir donner la possibilité à certains salariés qui sont peut-être en décrochage avec l'emploi de revenir à un emploi. Hein. On a souvent des mères de famille qui ont eu plusieurs enfants et qui voudraient reprendre une activité pour redevenir autonomes. Parfois des mères célibataires avec enfants qui ont du mal à trouver un premier emploi. Le Seacom est là pour leur proposer ce type d'emploi. On a aussi des secondes parties de carrière, des personnes qui ont plus de 50 ans et qui ont des difficultés avec des chômages de longue durée. Ils peuvent revenir aussi à Seacom. C'est aussi cette force-là. Pour les jeunes, on a également des dispositifs de formation qualifiante qui permettent à un jeune qui n'a pas forcément un niveau d'études exceptionnel, hein, même si le niveau globalement de recrutement de Seacom c'est plutôt le bac plus 2, mais on est amené à recruter des collaborateurs qui n'ont pas forcément le bac. Eh bien, on leur propose un dispositif de formation afin d'obtenir, dans le cadre même de l'emploi de Seacom, un titre professionnel de niveau 4 qui correspond à un bac. On voit bien aussi quand vous discutez que, en fait, vous dépensez de l'argent en dehors de verser des salaires, hein, puisque c'est bien ça. Vous dépensez de l'argent pour que vos collaborateurs se sentent bien. Hein, tu parlais des fruits, du mécénat, et jusqu'en fait, par exemple, chez toi aussi, Guillaume, en fait, la richesse de l'entreprise, c'est son personnel uniquement, puisque le produit que tu vends, finalement, c'est du personnel aussi, c'est cette prestation. Et puis, c'est pareil chez vous aussi, même s'il y a un produit aussi, chez toi aussi de la prestation. Donc, il faut savoir, j'ai l'impression, quand on vous entend, il faut savoir dépenser comme on ferait une page de pub pour trouver des clients. Il faut aussi savoir dépenser et pas juste se dire que ça passe par le salaire. Benoît? Oui, c'est essentiel. Le challenge de notre métier, des 200 collaborateurs, c'est d'être capable de répéter un dessert d'exception
que ce soit à 5 h le matin, à 10 h le matin ou même la nuit. Et ça, en fait, le client, une fois qu'il l'a dans l'assiette, qu'on ne voit pas, il doit découvrir en fait tout l'amour, alors c'est un peu fleur bleue, mais tout l'amour que les collaborateurs ont mis à fabriquer ce dessert. Et ça, ça vient pas comme ça, il faut mettre beaucoup d'accompagnement, beaucoup d'écoute, beaucoup d'action, et cette appartenance à l'entreprise, elle est obligatoire. Sinon, on ne pourrait pas retrouver, on ne peut pas faire du luxe si on n'a pas cette appétence à aller vers l'autre et le considérer parce que c'est important. Je pense que le salaire, ça peut les faire venir, mais à long terme, ça ne les fait pas rester. Ouais, c'est la différence. Donc là, on passe sur la fidélisation, justement, où il faut faire un peu plus que le salaire. Et là aussi, de ton côté, tu mets en place des choses, une relation particulière avec tes salariés ou de l'écoute? Écoute, essayer d'arranger en termes de planning, optimiser les plannings, parce que c'est un métier où on peut commencer tôt le matin, tard le soir. Ils sont multi-employeurs, donc pour éviter qu'ils fassent des allers-retours, on les appelle. Ouais. Tu fais attention à leur bien-être, c'est ça? Voilà, on essaye. Après, le client, des fois, sacré client. Voilà. Mais on essaye le travail en journée. C'est en tant que commercial de placer le travail en journée. Et tout ça, ça te permet de fidéliser, pas juste de recruter, mais aussi de fidéliser. Et chez toi, Guillaume? Les mécénats, par exemple, tu vois, les actions de justement, je sais pas. Oui, après c'est toujours, c'est être bien au travail. Enfin, voilà. C'est surtout ça qui est important. C'est-à-dire que je pensais effectivement les plannings, on en a tous. Hein, je crois même, tu parlais du 24-24 chez toi, et puis les plannings. Eh bien, nous, on est ouvert du lundi au samedi, de 8h à 20h. Donc forcément, on doit donner de la visibilité, on doit donner du sens aussi au planning. Et donc c'est important que le salarié, lorsqu'il arrive dans l'entreprise, il comprenne la logique de l'entreprise. Et effectivement, le planning, c'est un point qui aussi a des incidences sur sa vie privée. Et donc, il faut faire en sorte de trouver un compromis. C'est-à-dire qu'il fait un effort, effectivement. Il peut faire un effort, mais l'entreprise doit aussi faire un effort. Et c'est toujours ce système de dialogue entre le salarié et l'entreprise qui est important pour aussi donc cultiver une forme de bien-être et surtout de se dire, de venir à SEACOM en se disant bah oui, c'est ma journée, mais c'est sympa de venir à SEACOM, quoi. Mais oui, tu dis, on va passer 8-10 heures ensemble, autant que ça se passe bien et qu'on se fasse voilà, plaisir. C'est ça. Quoi. Voilà. Le café, alors je sais pas, mais oui, il y a du thé, du café, il y a de tout, mais voilà, globalement, c'est surtout le rapport entre les salariés, enfin, les collègues qui se retrouvent. Hein. Ouais. En fait, on est une entreprise, on a 550 personnes, tu l'as dit, effectivement, mais on est une petite entreprise en termes de mètres carrés, donc on est relativement ensemble assez facilement. Ouais. Et ça joue. Et justement, puisque là, on est sur les secrets des dirigeants aussi, on parle de l'ambiance, on parle de comment fidéliser, en fait, recruter, fidéliser. Et est-ce que vous avez un truc pour sentir si ça va bien? Et donc, parce que la fidélisation, elle passe aussi, vous l'avez tous dit, que vos collaborateurs se sentent bien. Est-ce qu'en tant que dirigeant, vous avez un petit truc qui fait que vous sentez si ça va ou pas et que vous avez besoin d'agir ou pas? Bon, je recommence, Benoît. Ouais. Moi, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est le bonjour du matin, c'est bonjour, c'est mon tour de terrain. J'aime bien régulièrement venir voir aussi l'équipe de nuit. On a un métier donc 24-24 et donc une équipe de nuit qui est autonome. Il est important qu'on puisse échanger et le retour en fait du bonjour. C'est-à-dire, par exemple, il peut être comment ou comment le bonjour? Ouais, c'est une histoire d'intonation, c'est une histoire d'expression de visage. On est masqué depuis des années dans l'agroalimentaire, donc on a déjà ces petites choses qui nous font penser que ça va ou ça va pas. Et puis, on reste une entreprise familiale, donc on est proches les uns des autres. On sait tout de suite dès qu'il y en a un qui va pas bien. Donc, on accentue un peu le tour de terrain avec du questionnement. Ça me fait penser, dans les actions que l'on a mis en place, là, on était parti voir l'autre unité de production à la Garge de Bretagne qui venait d'inaugurer le nouvel établissement. Et j'avais fait un van de 9 personnes. Et donc on était tous partis à la Garge de Bretagne. Et là, on suis clairement rentré dans l'intimité que les gens offraient le temps du parcours.
Et il y a des surnoms qui se sont libérés au fil des kilomètres. Et c'est vrai que de temps en temps, j'aime bien glisser à quelques collaborateurs qui étaient dans le van pour les saluer. Et il y a tout de suite ce côté proximité qui fait que ça fonctionne, quoi. Ouais. Et toi, Coraline, comment tu ressens les choses en tant que dirigeant? Parce que voilà, l'avantage, c'est d'avoir 16 salariés. On les connaît quand même plus, je pense. Voilà. Oui, que quand on en a 553. Leur vie, leurs enfants. Même il y en a où j'ai déjà vu leurs enfants, leurs maris. Je connais les petits surnoms. Voilà, c'est pareil. Et, du coup, vu qu'on les connaît, on sait déjà rien. C'est vrai que dans le bonjour, s'il y a le regard fuyant, s'il y a, voilà, on sait tout de suite s'il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, je pense que vu qu'on connaît la famille, tout de suite, il y a le petit mot qui va. Et puis, après, s'ils veulent parler, ils parlent. S'ils ne veulent pas... Mais tu es là et voilà, tu écoutes. C'est ça. Tu passes beaucoup de temps à ça aussi, oui. j'imagine. Ouais. Guillaume, un point de vue là-dessus? Est-ce que toi, comment tu sens les choses? C'est pas facile en fait à expliquer parce que c'est un partage de passion. Enfin, je pense que on est une entreprise où on partage la passion de notre métier, la conscience professionnelle, et ça, je pense qu'à CACOM, les salariés en sont bien conscients. Et donc, il y a le dirigeant, il donne une impulsion et il l'oriente et il peut contrôler. Mais l'énergie, c'est les salariés, c'est les chargés de clientèle, en l'occurrence à CACOM. Et cette énergie-là, on la sent. Et moi, quand j'arrive, je vibre avec les salariés. Et donc, c'est vrai que quand on visite les bureaux, les plateaux, parfois, alors c'est pas forcément un bonjour, mais parfois, on peut sentir qu'il y a un climat, il y a quelque chose qui peut changer, mais dans le bon sens. Voilà, il y a de l'enthousiasme. Il y a des choses qui sont importantes. On l'a vécu des moments un peu compliqués avec la Covid là, il y a 1 an, et c'est vrai que c'était un moment très très fort dans l'entreprise. C'est cette période du confinement, le fameux 17 mars là, qui nous a, pendant 3 semaines où vraiment on a été tous soudés, mais c'était là où on sentait vraiment qu'il y avait à la fois de l'anxiété parce qu'on était tous un peu sidérés par ce qui avait été dit à la télévision, mais en même temps on sentait que parce qu'on était ensemble, parce qu'effectivement on partageait cette conception du travail et de la responsabilité de CACOM dans l'activité, eh bien, on a traversé ces périodes-là de manière beaucoup plus facile en fait, que je pense d'autres entreprises qui peut-être ont tangué plus fortement, quoi. Alors, avant de laisser Fabrice poser, juste vous dire que vous pouvez tout à fait poser vos questions sur le chat. Voilà, et puis on va effectivement poser vos questions si vous en avez à nos invités bientôt. Justement, une question concernant les plus jeunes générations. Comment est-ce qu'on s'y prend pour recruter des plus jeunes ou des juste diplômés? Et comment on s'en sort pour intégrer, puisque dans des entreprises de 200, 500 personnes, et puis même dans une entreprise de 16, on peut avoir plusieurs générations dans l'entreprise, et il faut que tous ces personnes-là travaillent ensemble. Alors comment on s'y prend? Est-ce que tu as eu des expériences comme ça? Sur la partie jeune, en fait, j'ai la particularité d'avoir des métiers assez techniques. Je pense sur les métiers de la maintenance, où aujourd'hui, j'arrive régulièrement en fait, à capter des jeunes sortis diplôme type BTS, donc de Fécamp. Et on arrive à fidéliser les collaborateurs avant qu'ils aient même leur diplôme pour qu'on ait vraiment cette bonne technicité. Le jeune souhaite rentrer dans la vie active, et on a ces possibilités-là. Après, on a beaucoup aussi de CV qui arrivent de par la notoriété de Traiteur de Paris, le prestige, ou une entreprise où il fait bon vivre. Et on a les anciens ou les anciennes qui apportent le bon geste. On reste sur des métiers très précis. La framboise, il faut la mettre sur la mousse, à tel endroit, dans tel sens. Et donc, il faut une dextérité que les plus anciens ont pu acquérir au fur et à mesure des années. Et donc, il y a ce côté un peu cocooning de je vais te montrer comment on prend le produit, je vais te montrer comment on fait telle ou telle tâche. Et donc, il y a quelque chose de naturel qui se crée dans la transmission en fait, de savoir.
a des apprentis chez CEACOM? On a des systèmes de contrats de professionnalisation et effectivement, on va lancer de l'apprentissage cette année pour attirer effectivement des jeunes qui sont on a cette logique de l'emploi certifiant, enfin diplômant. Enfin, donc, comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'est que par CEACOM, par plusieurs biais, avec différents partenariats, avec des organismes de formation, on peut obtenir un diplôme en ayant en même temps une première expérience professionnelle. Mais surtout, les choses ont un peu évolué. CEACOM n'attirait pas les jeunes il y a encore quelques années. C'est un paradoxe, hein, dans une ville industrielle, on est l'une des entreprises tertiaires importantes, et on n'attirait pas les jeunes alors qu'il y a un chômage important. Et là, les choses ont évolué, on a énormément de candidatures maintenant de très jeunes, enfin quand je dis très jeunes, de personnes qui ont de 18 ans, hein, donc c'est quand même très jeune, et ils ont compris que SACOM pouvait être un tremplin. Déjà, on fait beaucoup de promotions internes, c'est-à-dire qu'on peut évoluer facilement chez SACOM. Et puis en plus, un tremplin parce que la première expérience professionnelle est tellement difficile, j'en parlais personnellement, c'est tellement difficile à trouver qu'à SACOM, on peut avoir un CDI très facilement et travailler en 2-3 ans, ce qui fait tout de suite vraiment sur un CV à la fois une entreprise leader normand de la relation client, pour une grande marque le plus souvent, et puis dans une entreprise Great Place to Work qui se démarque également des entreprises régionales. Donc maintenant, ça se sait et les jeunes viennent spontanément de plus en plus. Le déclic, ça a été quoi d'après toi? Qu'est-ce que vous avez Eh bien, mis en c'est place un travail sur la fameuse marque employeur, on en a parlé un petit peu, un travail sur la marque employeur. Alors, effectivement, il y a eu des actions de communication et au niveau du mécénat. On a été mécène de Mosaïque, de West Park, on a été mécène des 500 ans du Havre, avec le club TPE-PME par exemple, et on a été mécène du MUMA. Enfin, il y a eu beaucoup d'actions de communication, on va dire positives ou culturelles au niveau de la ville. Mais c'est surtout les actions internes en fait, toutes les actions sur ce que je disais un peu rapidement autour des grandes causes citoyennes. C'est-à-dire qu'à CEACOM, on sait qu'il se passe des choses. C'est-à-dire que, vous voyez, l'entreprise, c'est 75% de femmes. On en parle. Et spontanément, il y a 2-3 ans, les salariés ont voulu faire quelque chose contre les violences conjugales, ce qui n'est pas vraiment le propre d'une entreprise. Et spontanément, nos salariés ont décidé de faire une vidéo au sein de l'entreprise pour sensibiliser contre les violences conjugales, pour faire connaître le fameux numéro de gouvernement qui sortait à ce moment-là. Et donc de ce fait-là, c'est des choses comme ça qui font que le bouche à oreille sur CEACOM a aussi évolué. On parle de CEACOM aussi parce qu'il se fait de manière un petit peu bizarre, un petit peu étonnante en interne. Et tout ça, sur les dernières années, ont fait que la perception des jeunes qui avaient plutôt tendance à écarter CEACOM de leur recherche, les a fait venir vers nous. C'est un ensemble, c'est un ensemble. Et c'est le travail sur la marque employeur. Et cette marque employeur, elle est essentielle pour un prestataire de service ou un sous-traitant. Enfin, parce que c'est vrai, souvent, il y a des conflits internes dans une entreprise parce que le salarié oublie pour qui il travaille, parce qu'il travaille pour une grande marque et finalement, il peut oublier justement la logique même de son contrat de travail. Et quand on met des actions en place comme ça, quand tu as fait venir la première fois un masseur, parce que c'est un travail difficile physiquement, agroalimentaire, on a des résultats aussitôt ou il faut persévérer et il faut continuer, essayer de convaincre? Comment ça se passe? Ça ne marche pas du premier coup. Hein. Non, ça ne marche pas du premier coup. Ce serait presque trop simple. Mais non, il faut persévérer, il faut réajuster. L'action qui est mise en place, elle n'est pas gravée dans le marbre. L'idée, c'est que tout le monde s'y retrouve. Donc, le masseur, non, il a fallu quelques séances avant que spontanément les gens y aillent. C'était quoi les freins? Peut-être parce que c'était un homme et effectivement une proposition de femme. hormis ça, non, ça reste nouveau. Ça reste nouveau. Et puis il y a intellectuellement des freins qui peuvent venir dans la tête des gens. Et donc c'est là qu'il faut communiquer, il faut écouter, il faut rassurer. Mais pourquoi vous mettez un masseur? Pourquoi vous mettez un masseur dans une usine agro? Vous allez augmenter les cadences derrière? Quel est l'intérêt en fait d'aller là-dessus? Et non, l'intérêt c'est qu'effectivement le vendredi c'est quand même hautement agréable de se faire masser ou autre, hein, on n'est pas forcément par le toucher. C'est de pouvoir se libérer et de se dire j'ai fini mon poste, je rentre chez moi en famille et voilà quoi, j'ai moins de pression quoi.
Et ça, il faut que ça rentre, quoi. Il faut que ça rentre dans la tête de chacun. Mais non, ça ne vient pas du premier coup. Et en général, s'il y avait un délai acceptable pour qu'une action soit comprise, admise, et puis que les gens y adhèrent, dans vos expériences, c'était quoi? C'était 6 mois, 12 mois, 18 mois? J'en ai une bonne année, moi. Une bonne année? Une bonne année, hein. Moi, je l'ai vécu sur l'assistante sociale qu'on a mis en place. Il y avait beaucoup de freins. Mais pourquoi vous mettez une assistante sociale? Ok, on a un métier d'agroalimentaire, ok, mais pourquoi? Parce qu'il y avait une image péjorative en fait d'une assistante sociale qui était là pour gérer des problèmes d'argent et c'était pas du tout en fait la volonté de l'entreprise et de l'établissement, c'était de pouvoir les aider à quel que soit le spectre que l'assistance sociale peut apporter. Puis une première personne est venue, une deuxième, une troisième, et puis maintenant ça s'est libéré. Mais oui, il fallait compter une année. Ouais. Et vous nous avez dit aussi, quand on a préparé cet entretien, que en fait, vos salariés, c'était sûrement vos ambassadeurs, en fait, vos plus grands ambassadeurs, que ce soit pour le recrutement ou pour la fidélisation. Et c'est un peu ce que tu dis. C'est-à-dire que l'idée, c'est peut-être aussi quand il rentre chez lui et qu'il fait un dîner avec des copains, enfin ça c'était avant, mais enfin voilà, il dit, oh, bah ouais, on a un masseur. Ah bon, t'as un masseur chez toi? Donc c'est ça. Est-ce que sur le côté salarié, ambassadeur, est-ce que vous pouvez nous dire un mot, Coraline? Est-ce que chez toi aussi, je crois que ça faisait sens de dire pour ton recrutement et pour ta fidélisation que ça passe par tes salariés? De toute façon, oui. Nous, on en parle, mais toujours dans le positif de notre entreprise, forcément. Donc, les salariés, je pense, sont plus objectifs, surtout ceux qui ont connu plusieurs employeurs. Moi, j'ai souvent ma chef d'équipe qui leur dit chez CES, t'as ça, est-ce qu'ailleurs tu l'as pas? Donc, notamment l'écoute, la prise en compte de chacun, de leur vie personnelle, essayer le bien-être, etc. Ça, des fois, ils l'ont pas ailleurs, quoi. Donc, entre eux, voilà, c'est ça. C'est ça. Quand il y a des doutes, souvent elle dit mais attends, parce que là tu sais ce que tu perds, mais tu sais pas ce que tu vas gagner ailleurs. Est-ce que tu as bien réfléchi Et là, souvent, ils disent oui, c'est vrai que. Donc pour fidéliser, il faut bien leur aussi parfois pointer, effectivement, et puis peut-être que d'autres salariés leur disent, mais oui, attends, parce ici tu as ça, moi j'ai travaillé auparavant, c'était moins bien, quoi. Ouais, c'est intéressant. Et puis ils sont multi-employeurs, donc... Oui, ils voient. Ils voient. Ouais. Voilà. Ouais. Chez toi, Benoît, le côté salarié-ambassadeur, ça résonne comment? Ça résonne, ça résonne bien, et on a cette démarche sociale dans le bassin qui fait que Traiteur de Paris, et c'est vraiment cette entreprise qui porte le luxe, qui porte l'agroalimentaire. On est un employeur important en fait dans le bassin en termes de nombre de salariés. Et c'est vrai que de plaider la cause pour des enfants, pour certains mécènes, ça parle rapidement. On reste dans une petite ville où les bruits vont très très vite, dans un sens et dans l'autre. Et c'est vrai que entendre du bien de Traiteur de Paris, par exemple, sur le marché le samedi matin, c'est agréable. On dit il y a une partie du job qui est fait. Et c'est pas moi qui le fais, c'est que le collaborateur s'y sent bien. Et ce que tu disais tout à l'heure, sur des soirées entre amis, on en parle. Pourquoi? Comment? Et puis quelle fréquence? Et puis ils y vont vraiment, oui. Et puis des fois on prend des gamelles, et puis on revient, et puis on retente. Et puis tout le monde retrouve en fait, de par son appétence, le projet, les valeurs qu'on diffuse. Et ça rayonne. Enfin, clairement ça rayonne. Oui, et c'est vrai que quand on vous a demandé de participer à tous les trois, on a choisi à qui on allait demander, hein, quand même, c'est pas le hasard, non, mais parce que vous êtes tous les trois sur des secteurs pas si faciles que ça pour recruter et fidéliser, soit par rapport à la concurrence, soit par rapport à la pénibilité, soit tout ça. Donc ça, c'était important parce que toutes les entreprises ont toutes des besoins en recrutement, hein, ça fait partie des questions que nous avons dans Prenons Rendez-vous, d'ailleurs, régulièrement, et donc ont besoin de fidéliser. Donc je le reprécise parce que c'était justement
justement pour dire, et tu viens d'en parler, j'imagine que parfois aussi il y a des échecs. Et là tu l'as dit, est-ce que j'imagine que Guillaume, Coraline aussi, vous essayez des choses et ça ne marche pas toujours quand même, non? Je ne sais pas qui veut réagir, Guillaume, mais j'imagine, alors je ne sais pas si tu as un exemple qui te vient ou pas, mais est-ce que tout ce que tu mets en place marche? Non, mais en fait, oui, il y a plein d'échecs. Non, mais il faut le dire. Oui, il faudrait pas que. En fait, on les oublie, Oui, voilà, mais il faudrait pas que ceux qui nous écoutent pensent que Non, finalement, non, on mais, met un truc et ça marche, forcément. C'est la fierté partagée. Enfin, de toute façon, pour être que nos salariés soient des ambassadeurs, il faut qu'ils aient cette fierté. Et arriver à SACOM, c'est parfois effectivement un petit peu compliqué. On le sait bien. On sait que le premier mois, le mois d'intégration, il y a un mois de formation assez long à la culture, en particulier notre client principal, la culture de ce client-là et de ses produits. Enfin, c'est lourd. Il y a un aspect un peu, on revient à l'école, et même si on a beaucoup travaillé sur les animations, c'est vrai que certains de jeunes recrutés ont du mal à passer ce cap-là. Et puis après, il y a ce qu'on appelle l'entrée en production, où là, le salarié, il va traiter ses premiers contacts. Hein. On fait 70% de téléphone, mais également 30% de back-office, donc traitement de courrier, d'email, voire du chat. Eh bien, c'est aussi un moment, là, c'est un grand saut, et il y en a qui ont du mal à passer. Donc c'est souvent là on sait qu'on a encore des actes de progrès. Mais une fois que c'est passé, il y a... rapidement, au bout de 3-6 mois, il y a une montée en apprentissage, mais on aime ce métier, puis c'est un métier qui relie les hommes, enfin quand je dis les hommes et les femmes, hein, mais qui nous relie, oui, parce que c'est un métier où on est en contact perpétuel avec l'humanité, mais l'humanité avec tous ses défauts, mais aussi avec toutes ses qualités. Donc c'est un métier où le soir, quand on rentre, on a de la satisfaction personnelle. On a le sentiment d'être utile. Chaque jour, par rapport à certaines de nos activités, nos salariés ont le sentiment d'être utile. Alors après, c'est pas toujours simple. Et puis, on est beaucoup victime de préjugés. Quand tu parlais de pénibilité, non, moi je ne considère pas du tout que la relation client est un métier pénible. C'est absurde. Et la preuve, c'est que ceux qui ont fait cet effort de passer ces premiers mois, peut-être un petit peu compliqués, mais parce qu'il y a un petit effort effectivement d'adaptation, eh bien non, personne ne dit que c'est pénible. Enfin, c'est pour ça que je voulais t'entendre là-dessus. C'est un plaisir, parce que, alors bien sûr, c'est un métier de communication. On doit parler régulièrement, on doit écrire beaucoup, mais c'est génial. Hein. Ouais. Je ne sais pas si vous voulez réagir à ça ou si on passe à d'autres questions, là, parce que je vois qu'il y a des questions qui arrivent. Fabrice ? Quand on arrive à conserver son personnel et faire en sorte qu'il soit le mieux possible dans l'entreprise, il y a une frange de recrutement qui vient du personnel. Il y a des candidats qui arrivent de par le personnel. Énormément. Oui. Benoît ? Oui, énormément, et on développe même ça. C'est une culture que l'on développe chez Traiteurs de Paris, c'est les personnes qui sont ambassadeurs et donc qui nous amènent des CV ou des connaissances, c'est déjà un premier bon pas en fait dans l'entreprise, parce qu'ils connaissent notre projet, et on développe même une petite récompense financière sur des gens qui souhaitent faire partager justement ce bon vivre chez Traiteurs de Paris. Et donc on alimente même amenez-nous des CV, des gens qui sont en recherche d'emploi, qui correspondent effectivement à notre besoin. Et on peut les former, et oui, on est dans cette... Avec une prime, hein, ça c'est important de le dire, c'est-à-dire qu'il faut oser le faire. Oui, voilà, c'est quand même un engagement personnel d'un collaborateur qui dit tiens, je vais présenter mon frère, ma soeur, un oncle ou mon voisin. Enfin, il y a quand même une part de responsabilité ou d'intégrité de la personne, parce que la personne qui va nous le donner, elle se dit je m'engage à que elle rentre tout à fait dans les valeurs et dans le projet de Traiteurs de Paris. Et donc oui, j'ai pas honte ou pas peur de le dire. Oui. On a beaucoup d'enfants, nous, à SACOM. D'enfants d'enfants de salariés. Ouais. Parce qu'évidemment, quand on a travaillé quelques années à SACOM, ici on a des enfants qui ont une vingtaine d'années. On comprend l'intérêt de commencer par travailler en passant par SACOM. Coraline, c'est très concurrentiel pour garder ou récupérer des nouveaux collaborateurs. Donc, tu as des gens chez toi qui discutent avec d'autres personnes dans d'autres entreprises et disent viens chez nous, c'est mieux. Comment ça se passe ?
Ça se passe pas encore comme ça? Non, ils partent pas pour une autre entreprise. C'est assez fidèle. Voilà. D'accord. Ceux qui partent, c'est pour changer carrément de métier. D'accord. On a des questions sur le chat. Je ne sais pas si on a les mêmes tous les deux. Là, on n'a pas les mêmes. On n'a pas les deux. Alors, y a une question qui me paraît intéressante aussi, c'est on a forcément dans nos entreprises des objectifs, des situations, des points d'étape. Est-ce que ce sont des choses qu'on partage avec le plus grand nombre des salariés ou ça reste sur un comité plutôt restreint? Comment vous partagez les résultats ou les objectifs de l'entreprise? Alors moi, je l'ai fait lors de la formation de l'année dernière, où j'ai réuni beaucoup pratiquement tous les salariés. Et pour introduire la formation, j'ai fait le bilan de l'année d'avant. Alors bon, j'ai dit des chiffres, hein. Après, c'est vrai que l'évolution de l'entreprise, parce que j'ai repris l'entreprise en 2018, donc pour expliquer un peu l'évolution, puis pour les remercier aussi, puis les rassurer, parce que des fois ils savent pas en fait, hein, donc les rassurer que tout va bien, que l'entreprise est en progression, et que c'était grâce à eux que l'entreprise progresse. Je pense que c'est très important là ce que tu dis. Enfin, je pense qu'on partage tous ça, mais c'est bon de le dire aussi, d'expliquer, de dire. Voilà. Très bien. Tout le monde le fait pas. Il n'y a pas de tabou en fait. J'ai pas de tabou dans l'entreprise. Donc si on me pose une question, je réponds. Oui, c'est très important de donner la visibilité. Je trouve même qu'on n'en donne jamais suffisamment. Alors c'est parfois compliqué, hein, parce qu'il y a aussi le prisme des partenaires sociaux, mais c'est bien aussi d'en donner directement, directement aux salariés. Et, parce qu'il faut donner la compréhension. Il y a des décisions de l'entreprise et il faut que les salariés comprennent et après adhèrent en fait. C'est-à-dire que Saacom a eu des difficultés financières il y a quelques années. On a doublé nos effectifs entre 2014 et 2018. Et ces années-là, c'était des années de redressement en fait. Et c'était important que tous les salariés participent à ce redressement et soient fiers justement de créer de l'emploi et puis de participer au redressement. Et donc et la communication, elle est essentielle dans ces moments-là, enfin, et dans tous les moments. C'est-à-dire que si on prend même, vous voyez, quand on parlait du mécénat, bon, on a fait quelques actions effectivement, mais il fallait que ça parte aussi des salariés. Il fallait que en fait, eux-mêmes, ils disent « Ah oui, c'est sympa de faire ça » ou que l'idée vienne même d'eux. Et je parlais des violences conjugales, mais on a fait la sécurité routière, par exemple. On a fait quelques actions de sensibilisation autour de la sécurité routière. Eh bien, au départ, il y avait eu un cas, effectivement, d'un salarié un enfant avait eu un accident de voiture assez grave. Et donc, de ce fait-là, il y a une sensibilité à l'intérieur. Et quand on s'est mis tous les ans à communiquer sur ces aspects-là, parce qu'en fait, il se fait que le plus grand nombre d'accidents se passe entre le travail et le domicile. C'est pas quand on part en vacances ou qu'on fait des longs trajets qu'on a des accidents, c'est plutôt, hélas, dans ces parcours quotidiens. Et bien, cette action-là, elle a été comprise et portée par les salariés. Je reviens sur la création de l'emploi. L'emploi est tellement important à Saacom dans l'idée, c'est que quand il y a des personnes qui arrivent et qui ont peut-être des difficultés au démarrage, eh bien là, il y a une forme de solidarité. Les autres salariés vont venir aider les nouveaux recrutés pour leur dire, tiens, tu sais, nous aussi on est passé par là, t'inquiète pas, c'est un peu d'anxiété, mais ça va passer. Et donc il y a ce phénomène-là à la fois d'entraide et qui est très important. Et c'est aussi parce qu'on leur a donné du sens à des chiffres, à des décisions en fait. Benoît, tu veux ajouter quelque chose? Non, je partage, la visibilité elle est importante sur la partie objectif. Chez Traiteur de Paris, en fait, on amène on amène cette culture du chiffre. Le collaborateur, avant sa prise de poste, pendant 5 minutes, a un point avec son manager direct et donc explique un petit peu les résultats de la journée, de la veille, explique un petit peu sur quoi il va partir et il va être lancé sur son poste, aussi bien sur des objectifs de productivité, mais aussi de qualité, de sécurité alimentaire, sécurité de la personne aussi.
Et donc ça, en toute transparence, effectivement, on a cette descente d'informations aux collaborateurs. Et c'est ce qui donne le lien, hein, c'est ce qui donne... on a bien bossé hier, bravo. On est en train de mettre en place l'éveil musculaire en même temps, nous, sur le site, pour dire bravo. Et puis, on commence déjà à s'échauffer pour prendre son poste. C'est quelque chose qu'on tire un petit peu d'expérience d'autres entreprises. Et donc, ce moment un peu privilégié que le collaborateur a avec son manager, de façon à balayer l'ensemble des objectifs, est capital, enfin, est essentiel. Et plus on alimente les collaborateurs à justement l'objectif ou les objectifs, où on leur donne de la visibilité sur les chiffres, eh bien mieux ils nous le rendent. En fait, on a cette transparence. Alors j'ai plein de questions, je ne vais jamais pouvoir répondre à toutes les questions, mais en tout cas, il y en a qui se recoupent sur l'intégration. En fait, on dit l'intégration dans une grande entreprise est plus difficile, on ne peut pas connaître tout le monde, comment pallier à ça? J'ai aussi comment aider un petit nouveau à bien s'intégrer, ou alors comment intégrer les nouveaux dans une entreprise très familiale où les liens sont déjà forts. Donc il y a beaucoup au niveau de l'intégration, est-ce que vous voulez nous en parler? Est-ce que vous avez un secret par rapport à comment intégrer pour fidéliser? Parce que là, ça veut dire qu'on l'a recruté, donc plutôt pour le fidéliser. Qui commence? Le travail en équipe. Le travail en équipe. Ouais. Dès le début, il arrive un nouveau et tu le mets en équipe. Bah, c'est avec la chef d'équipe qui les met en place sur les sites et qui reste avec lui pour faire la prestation. Ouais. Et du coup, ça permet d'échanger et souvent, il se livre aussi, voilà, tout en faisant la prestation et pour montrer qu'il n'y a pas qu'on communique beaucoup en fait. Donc, travail en équipe, je pense que c'est... Comme ça, très accompagné dès le début, Ouais. c'est ça. Ouais. D'accord. Benoît? Pareil, tutorat, en fait, on désigne, en fait, on a formé des gens donc, au tutorat chez Traiteur de Paris, où la personne, elle est amenée, en fait, à devoir répondre à certaines questions donc, d'une personne qui vient d'intégrer l'entreprise. Et donc, c'est pareil, on crée un cocon entre le tuteur et donc le nouveau collaborateur. Et puis l'idée, c'est de l'accompagner, de lui montrer. Est-ce que je voudrais rebondir sur le tuteur, parce que c'est quelque chose que je pratique dans mon entreprise aussi, mais le tuteur, il est forcément dans le même service ou justement il est plutôt dans un autre, ou il est comment ils sont choisis les tuteurs? Alors non, 200 collaborateurs, on n'a pas 200 tuteurs. Donc, non, mais je pense que ça peut intéresser. Non, mais le tutorat ou l'accompagnement, c'est pas juste sur la partie technicité en fait. C'est pas ce qu'on attend en fait totalement du tuteur. C'est aussi où est la salle de pause, quels sont mes horaires de la semaine prochaine, comment je distingue mon manager, comment je distingue un SST, comment je distingue... C'est toute cette approche en fait qui est autre que de la technicité, parce que ça c'est quelque chose qu'on va pouvoir acquérir au fur et à mesure du temps, mais non, c'est l'accompagnement plutôt général en fait de l'entreprise. Alors, sous forme de volontariat, en fait, les tuteurs, ils ont envie d'être tuteurs. On a lancé les premières vagues de tutorat sur le volontariat, parce que je reste dans une démarche de win-to-win, donc si on veut que ça fonctionne, il faut que les gens soient moteurs, et ça fonctionne très bien. Ouais. Ouais. D'accord. Guillaume, chez toi, comment ça se passe? Oui, on a des choses un petit peu comme ça. C'est pas toujours simple à grande échelle le tutorat, mais déjà c'est de la bienveillance. J'ai une anecdote justement. Il nous est arrivé d'accueillir des personnes qui sont en réorientation professionnelle en fait, qui ont, je me souviens dans une autre entreprise que Sacom, une personne qui avait travaillé dans une usine de textile. L'usine de textile avait fermé, puis elle était venue à nous, et c'est vrai que ça avait été très compliqué de basculer du textile à la relation client. Mais à Sacom, assez récemment, on a eu une personne on en a plusieurs de toute façon, mais une personne qui venait du BTP, et donc qui a eu des très grosses difficultés pendant la formation, et sur l'outil informatique, etc. Il y avait vraiment... et voulait vraiment abandonner, c'était compliqué, on voyait bien que c'était compliqué, et en plus abandonner, ça aurait été vraiment un échec, parce que je pense que ça aurait été quand même, à titre personnel, ça aurait été compliqué pour elle. La formatrice vraiment était derrière elle,
on a discuté beaucoup avec elle, on a été derrière elle en disant allez, accroche-toi, accroche-toi. Et puis on lui a fait rencontrer d'autres personnes qui avaient eu des petites difficultés. Et puis finalement, on l'a retenue, elle s'est accrochée, ça a été dur. Et puis maintenant, elle est toujours là et c'est probablement l'une des meilleures professionnelles dans ce métier-là. Mais c'est des bons moments, c'est des moments humains et qui sont très forts. Et alors, je rebondis sur autre chose, c'est-à-dire qu'effectivement, parfois, on a des peurs au niveau de l'informatique. Alors, il y a des associations au Havre qui aident, hein. Il y a ANAS qui aide justement qui combat la fracture numérique. Hein. Et donc, il y a des possibilités quand même de se former à des outils informatiques pour être décomplexé justement lorsqu'on est face à une activité où l'informatique est importante. Mais voilà, mais donc là, nous, on a su trouver les solutions en interne et c'était une grande satisfaction parce que c'était une victoire collective. Bien sûr, la personne était prête à faire des efforts. Hein. C'est toujours pareil. C'est qu'à partir du moment où on fait moins d'efforts, oui, là, on peut considérer que c'est un échec. Et après, on peut dire que Seacom n'a pas été à la hauteur. Mais oui, mais voilà, c'est toujours... c'est ça, c'est-à-dire que le salarié doit faire un minimum d'efforts et l'entreprise doit faire également un effort. Et c'est là où ça devient magique. Ah ouais. C'est-à-dire que le secret, là, c'est de faire en sorte que c'est pas parce que ça va pas bien dès le début qu'on se dit, bon, tant pis, on insiste et on donne tout pour y arriver. Ouais. Je pense qu'on arrive presque... Est-ce que tu as une petite question où les réponses pourraient être rapides avant qu'on arrive à nos conclusions? Il y a plusieurs questions sur la fidélisation des plus jeunes, qui sont peut-être aujourd'hui un peu plus mobiles d'une entreprise à l'autre. Comment est-ce que vous faites dans vos entreprises pour que les plus jeunes restent un peu plus longtemps? En quelques mots? Moi, j'ai l'avantage de pouvoir intégrer donc, des collaborateurs donc, jeunes et on peut les former s'ils le souhaitent. Et on a des besoins, enfin une entreprise qui croit et qui croit en la formation et on peut leur proposer des postes de manager. Donc ça fait que dans un cycle professionnel d'un jeune qui entre pendant 5, 6, 10 ans, en fait, peut grandir au sein de l'entreprise sur un niveau d'échelon ou hiérarchique qui est différent. Et donc j'ai cet avantage-là, moi je suis traiteur de Paris. Et je le fais, je ne vais pas dire beaucoup, mais j'ai peut-être 75% de mes adjoints qui sont issus effectivement d'un métier autre, qui ont pu monter. Ce sont des perspectives d'évolution assez rapides qui ont permis aux jeunes donc, de rester plus longtemps chez toi. Ouais. Guillaume, Coraline, chez vous, les plus jeunes? Jeunes, qu'est-ce que c'est déjà? Les millennials. Voilà, non, mais c'est ça, parce que moi, la moyenne d'âge est de 40 ans. D'accord. C'est jeune, quoi. Je sais pas. Je pense pas quand on disait jeune, on pensait aux jeunes de 40 ans. Voilà. C'est jeune, hein, on est d'accord. C'est ça. 33 ans, 34 ans, c'est comme moyenne d'âge. Donc, j'ai pas forcément beaucoup de jeunes. Après, c'est pareil, entreprise en évolution, donc perspective de poste également. Je suis pas contre la formation, donc ceux qui veulent se former, voilà, il y a toujours des possibilités dans l'entreprise. Et puis voilà, enfin donc c'est vrai que des jeunes, j'en ai pas beaucoup. Ouais, beaucoup. Des actions spécifiques, Guillaume, vers le public plus jeune? Non, mais effectivement, la possibilité de monter les échelons. Enfin, la promotion interne est relativement facile et plus rapide à Seacom que dans d'autres entreprises. Après, si un jeune il travaille 3, 4 ans, 5 ans chez nous et puis qu'il nous quitte, ça ne me pose pas de problème parce que je veux surtout qu'il garde un bon sentiment de son expérience à Seacom. Voilà, les jeunes, ils sont, comme tu dis, ils sont plus mobiles. J'ai une autre anecdote. Effectivement, je me souviens d'une jeune en 2017 qui avait abandonné ses études. Alors, je ne sais plus pourquoi, mais elle nous avait rejoints et elle avait, dans le cadre du dispositif un emploi, un diplôme, elle avait obtenu le titre pro de niveau 4. Elle a travaillé, c'était une très bonne conseillère, vraiment avec beaucoup d'empathie et qui faisait
très sérieusement son travail et tout. Et elle a travaillé 3 ans, 3 ans au moins chez nous. Et puis à un moment donné, elle s'est dit, bah, finalement, je pourrais reprendre mes études parce que maintenant j'ai le bac. Et elle s'est inscrite à un DUT ou BTS. Et puis après, elle a fait une licence. Et puis maintenant, je l'ai un peu perdu de vue. Mais j'ai vu sur LinkedIn qu'elle avait trouvé un boulot qui n'avait rien à voir. Et voilà, moi je pense que Seacom a joué un rôle dans son parcours et que cette personne-là, je ne pense pas qu'elle parlera mal de Seacom. Et puis elle a contribué fortement pendant les 2-3 années où elle a travaillé à Seacom à l'entreprise. Donc je dirais que c'est aussi satisfaisant que parfois certains de nos salariés nous quittent, mais s'ils nous quittent pour être encore mieux ailleurs, allons-y, voilà, allons-y. Mais c'est vrai que on a un taux d'ancienneté à Seacom qui est entre 6 ans, 6 ans et demi. L'entreprise elle a 15 ans, donc on a quand même des leviers pour fidéliser nos salariés. Mais notre philosophie c'est toujours que voilà, l'expérience Seacom doit être une belle expérience, quoi qu'il en soit. Je crois qu'il faut que ça s'arrête peut-être quand même faire un point sur des actions CCI, Fabrice, ou des produits CCI, ou comment on pourrait aussi aider côté CCI nos dirigeants. Dans la continuité de ces discussions, il y a un dispositif qui s'appelle phare, qui est un dispositif d'accompagnement au recrutement pour que la personne qu'on recrute dans l'entreprise puisse être accompagnée, ainsi que sa famille, sur tous les aspects généraux d'un déménagement notamment. Il y a également un cycle de formation qui s'appelle Master RH, un cycle de formation sur plusieurs matinées. Et puis, d'ici mi-avril, je crois, le site CCI STR Emploi qui est remis en place pour pouvoir diffuser les annonces et trouver des candidats. Très bien, merci. Alors, je crois que d'abord vous remercier vraiment tous les trois de ces témoignages. Hein. L'idée, c'est bien ça en fait de ces tables rondes, c'est vraiment d'avoir un partage d'expérience. Donc tout n'est pas parfait chez personne. Hein. Enfin, s'il y en a qui nous écoutent où tout est parfait, ce serait formidable, mais c'est plutôt de partager. On avait, comme tu l'as dit, Fabrice, différentes tailles d'entreprises et de secteurs d'activité, donc ça nous permet d'avoir des trucs et astuces. Hein, c'est bien ça, avec quelques secrets. Et moi, j'ai appris des choses et je pense que je vais vous reposer des questions derrière sur certains points. Mais c'est vraiment ça, c'est avoir des dirigeants. On n'est pas sur un cours magistral, hein, en fait. D'abord, c'est un sujet où je pense qu'il n'y a pas de solution évidente. Encore une fois, comme je le disais en introduction, on est bien sur cette opération Prenons rendez-vous, puisque ce que l'on souhaite, c'est vraiment que vous qui nous écoutez, si vous n'avez jamais osé pousser la porte, ou en tout cas prendre contact avec la CCI, c'est vraiment que vous puissiez le faire. Donc j'imagine que les coordonnées doivent s'afficher quelque part, tout ça, par téléphone, sur un site internet. Vous avez des conseillers experts et vraiment qui vous écoutent et vous apportent des solutions. Et puis à la CCI, on a 192 dirigeants aussi, comme certains d'entre nous là, qui sont justement, qui ont envie de partager, d'aider au maximum et de vous apporter un retour d'expérience encore une fois. Et puis vous dire que notre prochaine table ronde, là je prends mes petites notes, sera le 23 mars, donc d'ici un mois. On recevra à nouveau 3 dirigeants d'entreprise, encore de secteurs différents, 3 personnalités. Justement, on parlera leadership. Donc, quels sont les secrets du leadership? Là aussi, il n'y a pas une solution, il y en a plusieurs. Et donc, un partage d'expérience sur comment on fait sa place dans une entreprise qu'on rachète ou une entreprise qu'on vient et on a un nouveau dirigeant ou dans son entreprise qu'on a créée et comment on évolue. Donc, bien écoutez, j'espère que cette table ronde vous aura plu autant qu'à nous. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le 23 mars. Merci beaucoup. Merci.